40, il est passé au registre central, que nous avons gardé jusqu'à ce jour. Donc vous avez le registre des Européens et vous avez le registre central. 98% environ des Ivoiriens étaient enregistrés dans le registre central. Et environ 2-3% étaient enregistrés dans le registre des Européens parce qu'ils avaient un de leurs parents au moins qui était européen. Alors, en 1959, venant au monde la grande sœur de Tidiane Thiam, Yamoussoua Thiam. De Roja, à son père qui est venu au monde avant 1960, autour de 1940-49, il a été enregistré au registre des indigènes. M. Akossi Benjo, ici présent, dont j'ai eu une copie de son extrait, qui est né avant 1960 également, a été enregistré au registre des indigènes, qui est devenu le registre central. M. Akossi Benjo, mon doyen qui est né en 1951, a été bel et bien enregistré au registre des indigènes. J'ai une copie de sa. J'ai une copie de son. Alors, vous verrez dans les écritures que je vous ai produites, à un moment, la juge vous dit qu'elle ne comprend pas pourquoi nous parlons de la copie intégrale de l'Efidéro, le père des Roja. Mais nous en parlons très bien, et c'est bien écrit dans les écritures, que nous le faisons par comparaison pour éviter toute confusion et lui laisser une seule marge d'erreur pour prétendre qu'elle n'avait pas les bonnes informations et que c'est comme ça qu'elle a pu se tromper. Non, pas du tout. Nous lui disons qu'avant 1960, tout le monde n'était pas inscrit dans le même registre. 90% des Ivoiriens étaient dans le registre indigène qui est devenu le registre central et les 5 ou 10% étaient dans le registre européen. Donc on lui donne, dans une interprétation, la copie intégrale de Nana Yamoussoua Thiam et de celle du maire Eroja, qui sont inscrits dans deux registres complètement différents. Mais quand vous prenez la copie intégrale de Yamoussoua Thiam, on vous dit né de Amadou Thiam, né en 1923, citoyen français de naissance. C'est écrit noir sur blanc. Et vous savez les éléments que je vous ai envoyés, c'est écrit noir sur blanc, M. Amadou Thiam, citoyen français de naissance. Dans une copie intégrale de 2010. Nous n'avons même pas voulu produire celle de 2005, parce que nous avons celle de 2005, on n'a pas voulu la produire. On aurait dit certainement qu'on a dû s'arranger. En 2010, sauf erreur de ma part, je pense que le PDCI était en association avec l'actuel RHDP. Il n'y a aucune marge de manœuvre qu'on puisse trafiquer la copie intégrale de Yamoussoua Thiam. Ce n'était pas possible. Donc, en 1960, tous ceux qui ont été inscrits dans le registre d'état civil européen, après 1960, on ne marquait plus les nationalités parce que les Ivoiriens ont estimé que ça allait de soi, que la séparation était déjà faite et qu'il ne pouvait pas avoir de confusion. Mais je pèse bien mes mots, vous ne pouvez pas vous lever ici, aller au consulat de France ou au consulat d'Espagne à Abidjan et dire que vous venez enregistrer votre enfant qui est né de père et de mère ivoirienne. Vous ne serez même pas reçu. C'est même pas techniquement possible. Donc le père de Thiam, en 1959, s'est inscrit citoyen français de naissance. Donc il n'est même pas devenu français quelques jours avant, il est devenu français depuis sa naissance. 2 ans, 3 ans plus tard, en 1962, le père de Thiam vient à l'état civil et il dit: je veux inscrire, déclarer la naissance de mon fils. Et il la déclare où? Dans le registre d'état civil européen. Là où M. Akossi Benjo et le père du maire Eroja n'ont pas la chance d'être inscrits. J'aurais même pu rajouter le père aussi du maire de Port-Louis. Donc, je le dis comme ça, mais c'est très sérieux. Si la juge estime que ça, ce n'est pas une preuve suffisante, moi j'estime que ça pose un problème. Là où elle a estimé que le père de Thiam était ivoirien, alors qu'il n'a jamais été ivoirien au moment de cette naissance, je trouve que ça me pose problème. Finalement, la décision dit qu'elle ne statue pas sur la nationalité, comme disait mon aîné, le bâtonnier Adjé, mais la décision est une véritable décision qui statue sur la nationalité. Et nous avons des éléments de preuve. Vous avez le maire Assani Tiboko qui a fait le même contentieux sur la liste électorale pour attirer certaines personnes. La CEI a rendu une bonne décision en disant: tant que vous ne nous envoyez pas
une décision qui annule les certificats de nationalité ou qui remet en cause la nationalité, moi je ne peux pas les prendre en compte. Le maire Assaïs Djibouko ne s'est pas arrêté, il a saisi le président du tribunal compétent qui a rendu des décisions pour lui dire je n'ai pas la compétence d'apprécier la nationalité des citoyens ivoiriens. Vous devez aller faire une procédure pour faire annuler son certificat de nationalité devant le juge du fond. Une fois que vous aurez ce document, vous le produirez à la CEI, qui le prendra en compte. Mais c'est même le principe de la révision de la liste électorale. Le président de la CEI l'a bien rappelé. À chaque révision de la liste électorale, le président de la CEI demande au ministère de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui ont perdu leurs droits civils et civiques. Et le ministère communique une liste accompagnée des décisions de justice devenues définitives qui justifient que ces personnes ont perdu leurs droits pour l'instant. Et le président de la CEI le dit, c'est sur la base de cette liste et des décisions de justice qui montrent que ces décisions sont définitives, qui prennent en compte ces personnes-là et les mettent hors de la liste. Donc, tant qu'il n'y a pas de décision de justice qui constate la perte de la nationalité de M. Diakou, qui ont eu son secret de nationalité, comme le dit clairement dans une note explicative du ministre de la Justice en décembre 2024, il y a moins de 6 mois, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. Sauf que la porte ouverte à tous les abus. Je voudrais m'arrêter là et donner la parole à mon aîné et on attendrait justement les questions. Merci. Je voudrais ajouter cela en quelques minutes. Le premier, c'est la variation de M. Diack, c'est un acte de braquage judiciaire dans le domaine de la nationalité. Le premier, c'est que la radiation de M. Diack est un acte de braquage judiciaire dans le domaine du juge de la nationalité. Le deuxième, souvenons-nous, dans les pages noires de l'histoire de nos élections, les premières pierres lancées sont venues de décisions judiciaires. Nous en sommes. Troisième point, c'est que la nationalité est un droit humain fondamental et non une étiquette à attribuer à un citoyen au gré des saisons électorales. Je vous dire que le président Diack est né franco-ivoirien et aucune décision de justice ne pourra pas statuer sur toutes les pièces qui lui ont été délivrées après 1987 qui confirme sa nationalité ivoirienne. Il est ivoirien. Nous avons survolé, on parlait dans le détail, les écrits versés dans les dossiers sont extrêmement longs. Nous avons essayé de synthétiser. Maintenant, si vous souhaitez des questions plus approfondies, plus pertinentes, nous sommes à votre disposition. Merci. Je voudrais rappeler qu'il s'agit bien d'une conférence de presse et que les questions sont réservées aux journalistes. Uniquement les journalistes sur la question, sur le sujet judiciaire. Donc nous allons donner la parole à ceux qui veulent apprendre au niveau des journalistes. Je précise sur la question judiciaire. Merci. Nous avons entendu le téléphone régulier. Nous prions de Dieu de mettre le téléphone sous silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, Christelle Pierre de Téléphone. Vous avez évoqué un recours que vous avez déposé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus auprès de qui vous l'avez déposé et quels sont les motifs exactement? Merci. On va enregistrer 5 questions et nous allons répondre. On va d'abord enregistrer la question. Merci. Deuxième intervenant. Bonsoir, on va respecter le temps. Vous avez évoqué un recours
On veut savoir un thème plus clair, plus simple sur la base. Tout cela implique. Voilà, merci. Troisième intervenant. Bonsoir, Étienne Bibili, journaliste à l'intérieur. En 1987, le président Tidjara a-t-il acquis la nationalité française de façon volontaire ou pas? On veut être éclairé sur le sujet. Ensuite, l'autre question, c'est au moment où le président Tidjara a déposé sa candidature pour être le président du PDCI RDA, était-ce une bonne décision de ne pas renoncer à son allégeance à la nationalité française? Peut-être en anticipant sur le fait que ça pourrait créer des ennuis judiciaires en Côte d'Ivoire. Merci. Je peux parler de nombreux règles. Le juge, le tribunal a eu une décision et le ministère vient pour démontrer, expliquer, est-ce qu'il relève de la compétence du ministère de venir faire cette démonstration. Et puis, un autre débat sur la question de la patrie. Aujourd'hui, le soutien dans les Merci. Le dernier intervenant, c'est bon pour l'instant. Merci. Nous avons 4 questions. Nous vous prions de bien vouloir garder le s'il vous plaît. Alors, j'ai le recours ici. On pourra, je dois laisser confier aux journalistes. Ça dépendra. Mais ce qui est gênant, c'est que la procédure, elle est encore pendante. Et je ne souhaiterais pas qu'elle puisse se figurer dans les journaux. Parce que c'est une procédure qui s'ouvre maintenant. Mais je voudrais expliquer, ce n'est pas la seule procédure. Nous avons réservé un certain nombre de procédures. Nous avons eu crescendo. Cette procédure, c'est tout simplement pour dire que la décision que le juge a rendue est nulle. C'est l'article 106 du Code de procédure civile qui le dit. L'article 106 énumère, disons, un certain nombre d'affaires dans lesquelles, ce qu'on appelle les matières communicables, le juge est obligé de communiquer la procédure au ministère public. C'est une obligation légale. L'article 106 cite ces affaires. Toutes ces affaires dans lesquelles l'État est parti, les développements de l'État sont partis, tout ce qui touche l'état des personnes, quand le litige atteint un certain niveau, dans toutes ces affaires, les affaires sur le foncier, les affaires sur la nationalité, le juge a l'obligation de communiquer la procédure au ministère public. Et le ministère public, il est obligé de prendre des réquisitions écrites. Et la conséquence, la loi dit, si ce n'a pas été communiqué au ministère public, la procédure, la décision qui est rendue, est nulle et de nullité absolue. C'est la loi qui a dit, la décision est nulle et de nullité absolue. C'est pour ça que la loi dit, lorsque le juge l'a fait, pour déposer cette requête, en unité, pour constater la vérité, et pour faire répondre le procès. Mais l'avantage, c'est qu'on va répondre le procès, mais devant un autre juge, pas le même juge. Donc c'est une procédure qui est prévue par la loi, parce que la procédure n'a pas été communiquée au ministère public. Bon, j'ai répondu à vos deux premières questions, je pense. Alors, oui, non, à la présidence, c'est normal. Ce sont des requêtes qu'il faut déposer. Ils ont entre les mains de Madame le Président du tribunal. Et nous l'avons fait ce matin. Et ça a déjà été reçu. Donc elle a reçu. Donc, et demain, nous avons le matin, parce que nous étions prêts à préparer cette conférence, nous avons transmis la requête à un huissier qu'il le notifie au président de la CEI. Donc ça va être fait. Alors vous dites, bon, on vous a notifié une décision, mais nous, on vous dit que cette décision est nulle. Attendez que le tribunal le statue
autrement composé. Donc là, c'est la première des choses. Mais là, bon, ça, la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas de produit à sa nationalité? Confrère bien le copain. C'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la présence du PDCI qui requiert de la possibilité d'avoir 2 ou 3 nationalités, et pas le contraire. Puis la candidature à la présidence de la République, c'est toujours déjà où on me dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc je laisse le débat. Merci. Je pense que votre question visait surtout l'élection présidentielle. Je pense. Pourquoi il n'a pas renoncé plutôt pour éviter surtout dans cette situation? Il est dans la même situation que Michel Gbagbo. Il est binational. Donc sa renonciation, là, il peut la faire quand il veut. Il n'a pas besoin de faire une planification spéciale. Si le président Thiam estimait qu'il n'était pas né français, il aurait plutôt de meilleures dispositions. On nous pose souvent la question de savoir la naturalisation. Alors moi je pose la question, qu'est-ce qui est plus fort, d'être né français ou d'avoir été naturalisé? Je tiens à vous rappeler que l'article 48 là, dit qu'il faut avoir cette nationalité majeure. La majorité avant c'était 21 ans. Donc imaginez si les centres de président Thiam avait fait cette nationalité à 20 ans ou à 18 ans, il ne tomberait pas sur le coup de l'article 48. Et là maintenant, quand il apprend à la naissance, il ne tombe pas du tout. Donc il n'a pas à planifier particulièrement à faire des plans particuliers pour renoncer plutôt au moment où il n'est même pas encore le candidat désigné par son parti pour l'élection présidentielle. Non, j'estime qu'il fait son programme, il va aux élections comme tous les autres candidats du PDCI, et quand il est élu en ce moment pour le poste du candidat à l'élection présidentielle, il fait sa renonciation. Ça ne lui pose aucun problème. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut préciser que pour être candidat à la présidence du PDCI on ne fait pas obligation d'avoir la nationalité ivoirienne de façon exclusive. Voilà. Donc, il peut y avoir 2 ou 3 nationalités. Tout ce qu'on demande, est-ce que le monsieur est ivoirien? Oui, c'est ce qui est quand même paradoxal. C'est que ce monsieur a été le président du PDCI. Tout ça, ça a été déposé au ministère de l'Intérieur. Ça, il le reçoit, il discute avec lui. On n'a jamais dit qu'il n'est pas président du PDCI ou qu'il n'en fait pas les conditions. Et aujourd'hui, je pense que c'est parce que c'est un peu alors, je vais poser une question sur le DHP. Alors, là, honnêtement, moi j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que le juge, généralement, quand il rend sa décision, il ne cherche pas à l'expliquer. Quand le juge rend sa décision, il est vissé. Quand le DHP vient expliquer une décision, c'est un peu gênant. Un peu comme si il était le cœur de la décision. Il ne faut pas venir expliquer une décision dont on n'avait pas rendu. Laissez ça aux doctrinaires, laissez ça aux enseignants, aux professeurs de droit, aux avocats, laissez-les commenter. Mais, pas au pouvoir exécutif. Donc moi j'ai un petit jeune, honnêtement, par rapport au confrère de la lutte, ça c'est une position que beaucoup défendent. Je suis totalement contre. Une circulaire d'un juge qui instruit le juge d'une compréhension d'un texte de loi, ça me gêne terriblement parce que une république est fondée sur la séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ce sont les députés qui votent les lois. Même quand c'est présenté quand le projet vient de l'exécutif, mais une fois qu'il est voté par l'Assemblée nationale s'approprie le projet, peut le modifier comme il veut. Peut-être la séparation des pouvoirs.
le législatif a voté la loi, c'est au judiciaire d'être arbitre. Mais comment est-ce que le judiciaire peut être à l'arrivée du pouvoir exécutif? Parce que si le pouvoir exécutif se conseille pour comprendre la loi, ça me gêne terriblement. Parce que ça viole un principe constitutionnel, c'est la séparation des pouvoirs. Et honnêtement, il peut glisser une circulaire qu'il faut attendre comme ça, mais on ne peut pas se fonder sur une circulaire de l'exécutif pour dire que le juge, le judiciaire doit statuer dans ce sens. Alors qu'il est dit que le juge n'est guidé que par deux choses, par sa conscience et par la loi. C'est le juge qui va donner, vous voyez, à la loi tout son contenu réel. C'est pour ça qu'on permet au juge de procéder même à des interprétations téléologiques de la loi. La loi n'est pas claire, lui il va lui donner tel sens. Il va dépasser même le sens que les députés ont voulu lui donner. Ça, le sens de l'interprétation téléologique de la loi. Que seul le juge peut se permettre. C'est pas les exécutifs, il faut penser comme ça. Souvent, ça sert à quoi d'être indépendant? Ça sert à quoi d'être indépendant? Et ça, quand le juge est indépendant, il est tenu par la loi, il est tenu par sa conscience. Je partage l'avis de mon aîné, le bâtonnier Adjé, mais dans l'autre hypothèse absurde, si on veut rester dans la notion des circulaires, vous avez une circulaire interministérielle qui parle d'un texte de loi interprété par le ministre de la Santé, le ministre de ça aussi, et vous avez le 1161, et vous avez une autre note explicative de l'article 48 qui date de décembre 2024. J'estime que si on va rester dans les circulaires, celle qui est la plus probante, c'est quand même celle du ministre de la Justice, que ne peut remettre en cause son directeur des affaires administratives et civiles et pénales. Voilà ce que je peux dire. Là, ce sont les débats, parce que, vous voyez, la ligne est une circulaire interministérielle. La circulaire de l'État, c'est une circulaire à combattre, circulaire interministérielle. Mais même dans la circulaire, il y a des éléments qui ont été repris dans la loi. Et vous voyez le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, il a un juge qui va interpréter la loi. Le ministre de la Santé, il a un juge qui va interpréter la loi. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Bon, tout ça, on a parlé, on n'a pas voulu en parler. Et c'est ça la difficulté de ce dossier. Quand vous dites que M. Thiam, le président Thiam, au moment où il demande un certificat de nationalité, vous lui refusez le certificat de nationalité. Le motif, il y a des contentieux sur sa nationalité. Vous préjugez déjà. Est-ce qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne? Donc, au moment où il demande le certificat de nationalité, vous préjugez qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Et vous dites, il a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987. Pendant tout ce temps, la tête qu'il est. Il y a un apatride. Donc, en réalité, vous dites qu'il y a un citoyen ivoirien. Au moment où il demande sa nationalité, il n'y a aucune nationalité. Puisque vous dites qu'il a perdu la nationalité en 1987. La nationalité française en 1987. Et il a renoncé à la nationalité. Vous êtes d'accord qu'il a renoncé à la nationalité? Entre le moment où il a renoncé à la nationalité, le moment où il demande cette nationalité, vous refusez, vous dites qu'il n'est pas ivoirien. Il est la patrie. Maintenant, la difficulté de tout ça, quand vous dites, vous basant sur le texte de la naturalisation, parce que l'article 48 dont on parle, il y a deux aspects. On dit celui qui obtient la nationalité par naturalisation, mais on dit aussi celui qui se comporte comme un Ivoirien. C'est la même phrase. Ce sont les deux. Et c'est les deux qu'on dit, il perd automatiquement il perd la nationalité ivoirienne. Mais en réalité, c'est une méprise. Parce que quand on parle après, le texte qui vient après, et qui parle du délai à partir duquel on peut considérer quelqu'un a perdu la nationalité, c'est parce que quand on l'a précisé, pour l'autre, il faut prendre un décret de naturalisation qui c'est à partir du décret de naturalisation.
Mais si on dit qu'il faut un décret pour constater que l'autre a perdu la nationalité ivoirienne, c'est une sanction. Mais pour l'autre qui perd la nationalité ivoirienne, mais qu'est-ce qui constate la perte de la nationalité ivoirienne? On ne les dit pas. Et de la même façon, c'est là qu'ils sont dans une difficulté, c'est que si vous dites qu'il a perdu la nationalité automatique, il n'y a aucun texte qui dit qu'on retrouve la nationalité de façon automatique. Donc vous confirmez qu'il est abandonné. Parce que ce texte, il faut bien le lire l'article 48. On va faire des interprétations dans tous les sens. Il faut lire le texte pour dire dans l'article 48 que celui qui obtient la naturalisation et celui qui se comporte comme le national de notre pays, il perd la nationalité. On ne dit pas automatique, il perd la nationalité ivoirienne. Mais pour la question de la nationalisation, on dit celui qui volontairement obtient la nationalité ivoirienne. Mais quand on a dit ça, le texte dit après, on a dit c'est parce qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas précisé que celui qui fait la nationalité par naturalisation, qu'il faut constater par un décret, et qu'on a parlé d'un décret, celui qui se comporte comme un Ivoirien, il y a une sanction. Alors on a déduit que c'est automatique. C'est pas automatique. Ça ne peut pas être automatique. La preuve, s'il y avait eu un acte, est-ce que le gouvernement aurait dit il a eu la nationalité, nous on ne savait pas. On ne peut pas dire ça, on a pris la nationalité, nous ne savions pas. Mais si le gouvernement aurait pris un acte pour constater, ce n'est pas une sanction, on constate qu'il a obtenu la nationalité étrangère et donc qu'il a perdu la nationalité ivoirienne. Mais le gouvernement aurait su. Alors oui, je pose la question de savoir si le juge ne donnait pas de suite à la requête. Mais ce serait un délit de justice. Ce serait un délit de justice. Mais le juge ne peut pas donner suite à la requête. Le juge ne peut pas donner suite à la requête. Le juge peut dire votre réponse n'est pas fondée. Mais il ne peut pas donner suite à la requête. Et puis comment il va dans son plan dire que le juge va estimer que le contentieux qu'il a réglé n'est pas un contentieux de la nationalité. C'est ça. C'est tout ce que le juge peut dire. Il a déjà dit d'ailleurs. Mais dans son jugement lui-même, il se contredit. Il dit, les demandeurs disent que M. Thiam a perdu la nationalité ivoirienne. Il dit, les demandeurs disent, non, il n'a pas perdu la nationalité ivoirienne, il est ivoirien, qu'il a un certificat de nationalité, qu'il a même un passeport. Donc, il y a une contestation sur celui qui dit qu'il a perdu et celui qui dit qu'il n'a pas perdu. Et le juge dit, non, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Que c'est un contentieux électoral. Et dans la décision du juge, lui-même le dit. Il dit pour régler ce problème, il dit que le juge dit que cette affaire pose un problème de nationalité. Vous avez écouté l'élection. Et il dit pour régler le problème, il faut en référer à l'article 48 et à l'article 50. Mais lesquelles lois? La nationalité. Donc c'était une contentieux de la nationalité. Si alors on peut amener à interpréter une disposition du texte sur le code de la nationalité, le contentieux de la nationalité. Et le juge a compris la difficulté, c'est ça qu'il dit. Ce n'est pas un contentieux sur la nationalité. Et pourtant, pour régler le contentieux, il vise les dispositions du code de la nationalité, l'article 48 et l'article 50. Mais ce n'est pas du code de procédure civile, c'est du code de la nationalité. Donc le juge sera obligé de répondre. Voilà. Et là, je ne vais pas parler de l'autre procédure que nous avons dans notre poche et sur laquelle nous pensons que, bon, je ne vais pas en parler, mais on attend le. À nous apprendre qu'il y a deux derniers intervenants. Nous allons les prendre. Je vois la main de Valérie Boni. Comment elle s'appelle? Je vis ici. Oui, je crois que je fasse
En fait, quand est-ce qu'il se tient la suite des binationales d'origine, parce qu'il n'en a pas parlé tout de suite, et ça veut dire que la France l'a naturalisé parce qu'elle ne savait pas qu'il était déjà français. Comment ça se fait que la France n'avait pas été déjà français et l'a naturalisé parce qu'il était français d'origine? Il faut la dernière question, on va prendre la dernière question. Oui. Vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour maître, je suis Étienne Afra, je suis du journal d'Héritage. Maître, je voudrais savoir, en l'état actuel des choses, si on fait des problèmes de sécurité, est-ce que le président Tshisekedi peut atterrir en Côte d'Ivoire sans ennui judiciaire? Reprenez votre question, s'il vous plaît. J'ai dit, en l'état actuel des choses, si on fait fi des problèmes de sécurité, est-ce que le président Tshisekedi peut aujourd'hui atterrir sur le sol ivoirien sans ennui judiciaire? Merci. La question, parce que vous savez, il y a la loi, et puis il y a ce qu'on fait de la loi. Si vous me dites, est-ce que M. Tshisekedi peut rentrer parce qu'il n'y a pas de problème? Je vous dis, mais il a un passeport ivoirien. Il est toujours valable, il est parti avec son passeport ivoirien. Il a un passeport ivoirien qui est toujours valable. Maintenant, il y a d'autres qui lui disent, lui qui est à la nationalité ivoirienne, il peut arracher le passeport, c'est bien. Donc tu ne peux pas dire avec certitude, mais tu peux dire oui, la preuve. C'est ça, ce qu'on a demandé à 3 jours. Il y a une semaine, est-ce qu'on peut gagner ce procès pour le dire oui? Voilà la question que nous avons obtenue. Donc c'est un peu, je ne peux pas vous dire avec certitude, mais si vous me demandez par rapport à la loi, je dis oui, je peux rentrer. Mais je vous ai parlé de braquage de rivière, il peut y avoir un braquage aussi policier. Voilà. Donc c'est un peu difficile. La question que vous posez sur la question qu'a posée ici, vous voyez, M. Thiam, le président Thiam, il allait en France. Je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont nés d'une mère étrangère, et puis, ou d'un père étranger, mais qui n'ont jamais revendiqué cette nationalité. Mais pour avoir cette nationalité de ce pays, ils n'ont pas besoin d'aller faire procédure pour obtenir la naturalisation. Donc le président Thiam est allé très jeune en France. Il est allé binational. Mais quand même, il faut se souvenir qu'à l'époque, son grand-père était président de la République. Et je pense même qu'il a pu aller en France avec un passeport diplomatique. Mais il n'y avait pas de problème de nationalité, il n'y avait pas de problème. Donc, quand il est en France, il lance à Polytechnique. Vous savez ce qu'il y a pour Polytechnique? C'est une école prestigieuse. Il entre à Polytechnique. Il y a la seule tête noire dans l'école. La seule tête noire qui se révèle être la tête la plus forte, puisqu'il en sort au majeur. Quand le 14 juillet, l'école de Polytechnique défile, il est devant, il tient l'étendard. C'est normal que les gens se disent, mais c'est qui ça? Je dis non, c'est un Ivoirien. Français, non, c'est un Français. On ne va pas admettre que un nègre vienne jamais de l'Union à des Français. Et il est brillant. Quand il commence à travailler, mais c'est pas possible. C'est la nationalité. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a une difficulté à ce dossier. Parce qu'il ne peut pas apporter la preuve, il a formulé une demande avant d'avoir la naturalisation. Et c'est donc qu'il y a lieu de prouver, à nous d'apporter. Non, dès ça n'existe pas, on n'a jamais demandé. On nous l'a donné. Moi je donne l'exemple qui est en France, qui est musicien, qui voit tous les instruments. Mais il ne peut pas aller jouer dans un pays. Il a son passeport. Il dit, on va aller chercher les visas. Mais c'est quel choix ça? Mais
le patron de l'orchestre qui a eu chercher un décret de nationalisation, on lui a donné. Parce que c'était besoin de lui. Et vous êtes on a besoin de lui pour faire de l'énergie. Il n'a pas de oui, il était inscrit dans l'école en tant qu'ivoirien. Et puis ça ne l'intéressait pas. Oui, ça ne l'intéressait pas. Alors, le président Serge s'est inscrit à l'école en France en tant qu'ivoirien, mais Valérie, là, pour vous avez la chance. Valérie Boni, pardon. Boni à Yamo, c'est pas très, c'est un peu fait. Vous avez la chance d'être métisse. Quand on est français, comment ça fonctionne? Quand on est d'un parent français, on se fait déclarer au registre d'état civil français. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce d'identité française. Vous le savez. Vous pouvez demander votre pièce comme ne pas la demander. Et vous pouvez circuler avec la deuxième nationalité de vos parents sans problème. Donc, c'est le cas de Siak. C'est le cas du président Siak, il est né français, il a été déclaré dans le registre d'état civil et personne n'a encore remis ça en cause. Et ce registre d'état civil qui est aux archives de la mairie du plateau a une copie identique à Nantes que personne ne remet en cause. Donc voilà. Je pèse mes mots, qu'est-ce qui est plus fort entre être né français et avoir été naturalisé 38 ans plus tard? C'est la naissance par filiation. Merci. Comme quoi, aucun crime n'est parfait, même s'il est commis par les hommes de loi. Nous allons donner la parole à Maître Adi pour résumer tout ça avant de l'inviter au public de se faire du Soumaïla. Moi, j'ai un peu peur que cette affaire ait un rebondissement négatif pour la Côte d'Ivoire. Parce que je reste persuadé qu'il y a des Ivoiriens ici qui signent le compte de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été naturalisés de la même façon que les Yoruba. Donc, le problème, si on remet sur Dieu de ce que les gens ont appelé à tort l'ivoirité, alors ici, ce n'est même pas le cas, nous aurons des surprises parce que, imaginez vous-même que le Nigeria, c'est du prêt, mais dans votre équipe là. Ils sont nombreux qui ont obtenu la nationalité ivoirienne par naturalisation. Donc, ils avaient obtenu la nationalité ivoirienne. Et pourtant, ils jouent la Côte d'Ivoire. Donc, je le donne dans la coupe. Vous avez perdu ce papier. Donc, moi, je pense que il faut revoir l'interprétation des textes. Il ne peut pas y avoir de fait automatique d'une nationalité. Il faut quand même un acte de l'État qui le consacre. Mais les États sont souverains. Mais il y a un jugement qui est rendu en France. Pour que le jugement soit exécuté ici, il faut une exécution. La même façon qu'un acte est pris en France. Mais la Côte d'Ivoire, là, va prendre un acte dessus pour constater. C'est quelque chose de logique. Et c'est pour ça que de la même façon, quand vous nous demandez votre intégration, l'État prend un acte pour apprécier et vous l'intègrez. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont payé la nationalité, nous n'avons pas la naturalisation, et qui n'ont perdu la nationalité que par naturalisation. Mais ce n'est même pas le cas des cas. C'est que le problème, en ce qui le concerne, c'est qu'il y a eu des actes de naturalisation qui venaient se superposer à une situation qui existait déjà et qui établit qu'il était français. Donc, à ce jour, nous disons que le social est français, vous devez nous montrer qu'il n'était pas français avant que n'intervienne la naturalisation. Donc, si vous êtes inscrit sur un registre des Français, c'est parce que vous êtes français. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire de dénier cela. C'est la France, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, nous vous remercions pour votre attention.
Chers militants, je pense que nos avocats méritent une ovation plus publique. J'invite au public Dr. Sadoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI. Merci. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, chers militants et militants du PDCI RDA, chers amis de la presse internationale et nationale, chers invités, il y a un problème de dispositif, la presse, mais je voudrais remercier les avocats. Le SA en chef fera tout à l'heure une adresse au nom du président du parti. Mais je voudrais vous signaler que, comme vous venez sur l'intervention des avocats, je dirais de nos avocats, vous constatez que tout ce bruit autour de la candidature et de l'éligibilité du président Diab n'est qu'un faux prétexte pour conserver le pouvoir de l'État. Cela par une mascarade afin d'éliminer un potentiel candidat qui se présente comme favori face à toutes les alternatives du RDR. En effet, le RDR a échoué dans tous les domaines. Au niveau de la transparence, le RDR avait promis de transférer la capitale à Yamoussoukro dès la prise de fonction. Faisons le bilan. Au niveau de l'éducation nationale, il a fallu seulement 10 ans de règne du RDR pour déconstruire le fondement du système éducatif de Côte d'Ivoire. Nos élèves de 3e sont testés au niveau de CNU actuellement. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas un bon bilan, c'est ce qu'on appelle le bilan d'attaque. Les enseignants sont méprisés, et je perds bien ma mot, la qualité médicale, maltraités et poussés à la mendicité à cause des fonctions injustes sur leur salaire déjà existant. Ça, c'est le bilan du RDR. Nos universités ne sont pas reconnues parmi les universités d'excellence, ni au niveau mondial, ni au niveau africain. Au niveau de la bonne gouvernance, les marchés publics sont attribués à une minorité d'entreprises, les plus souvent en gré à gré. On comptabilise, selon leur propre estimation, plus de 1 400 milliards de francs CFA par an de pertes des ressources de l'État grâce à cause de cette déficit, de cette mal gouvernance. C'est pas moi qui le dis, voilà ma main. Au niveau de la pauvreté, le RDR avait dit qu'il ne fallait pas laisser savoir la pauvreté. Le nombre d'Ivoiriens pauvres est plus élevé en 2025 qu'en 2012. On estime qu'il y avait à peu près 10 millions d'Ivoiriens pauvres, ce qui était déjà beaucoup. En 2025, nous sommes au-delà de 11 millions d'Ivoiriens pauvres en matière de l'effectif absolu. La preuve, moi j'ai dit les choses avec le chiffre. Le gouvernement a institué, le gouvernement RDR a institué un programme de filets sociaux pour aider les pauvres. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ils distribuent l'argent. Ils ont fait le bilan il n'y a pas longtemps. Ils ont dit que ceux qui sont pauvres qui bénéficient continuent d'être la liste de ceux qui vont bénéficier. Et on va ajouter encore 700 000 familles, 70 000 familles. Ça veut dire que tu es pauvre, mais tu es toujours pauvre pour les gens. Et on va ajouter d'autres dessus. C'est eux qui l'ont dit. Au niveau des logements sociaux,
Le RDA a promis offrir 200 000 logements par an sociaux, soit un total de 3 millions de logements sur les 15 ans. Ils viennent de faire leur bilan eux-mêmes. Ils ont pu trouver 40 000 logements qu'ils ont qualifiés de sociaux, alors que ça n'a rien d'être sociaux. Prenons ça même. Cela veut dire qu'ils ont moins de 1% de leur promesse qui a été tenue. Ça, c'est le bilan inattaquable du RDA. Au niveau du monde rural, je ne sais pas si c'est parce qu'on a donné ici. Ils disent qu'on a 60% du cap des matières producteurs. Au moment où je vous parle, je parie que tous les journalistes, tous les produits d'Anaka sont dans les magasins, partout chez les paysans, partout sur la Côte d'Ivoire. Aucun produit d'Anaka n'est payé. Ça, c'est pourquoi quand on donne 60% des euros pour Diakoné. C'est zéro. Qui doit vivre? Les gens ont passé des périodes de fête de Pâques sans pouvoir vendre un seul grain à l'Anaka. Je parie. Je suis ici à celui qui n'a plus mal. Il n'a pas dit non, on va faire un devoir de l'acheter. Face à cet échec, je ne vais pas continuer parce qu'il faut garder aussi pour demain. Le RDA veut organiser des élections truquées avec des candidats choisis par eux-mêmes pour se maintenir au pouvoir. Le PDCI dit non. Et disons ensemble non. Le PDCI RDA dit non et est venu d'une nouvelle révision de la liste électorale en 2025 avant les présidentielles. Le PDCI RDA dit non. Et disons ensemble non. Le PDCI RDA dit non et exige un audit de la liste électorale. Le PDCI dit non et disons ensemble non. Pour le PDCI RDA, la nationalité exclusivement ivoirienne et de celle du président du Diakoné sous aucune tâche. Son maintien sur la liste électorale est non négociable. Le président m'a appelé tout à l'heure avant de venir. Je vous dis merci. On continue. Le chef de la donner le programme. Mais pour nous, au PDCI RDA, il n'y a pas de plan B, il n'y a ni de plan C à Z. Il n'y en a pas. Dans quel Côte d'Ivoire sommes-nous où le petit-fils de Bétsuko n'est pas égal? Dans quel Côte d'Ivoire? Dans quel pays sommes-nous où le petit-fils de Bétsuko ne peut pas se figurer sur la liste électorale de son propre pays? Pendant que cette liste comporte des millions de personnes irrégulièrement inscrites. Tous les Ivoiriens binationaux doivent faire combattre nous menons leur propre combat et rejoindre tous les gens pour éviter qu'ils soient considérés comme des étrangers dans notre pays. Le PDCI a dit non et disons ensemble non. Le PDCI demande la dissolution de la CEI dans sa forme actuelle. Je le dis en tant que porte-parole du PDCI RDA. Le PDCI RDA appelle les juges qui voudraient se faire complices d'interprophètes de se ressaisir et de se considérer en Ivoirien et penser que leur travail est juste et d'être indépendant, notamment indépendant, parce que demain n'est pas loin. Mesdames et messieurs, il est temps de prendre des paroles et à nouveau que ça va raccourcir. Il est temps que le changement arrive. Nos militants doivent savoir qu'ils doivent se tenir prêts pour les moteurs que le parti lancera bientôt. Et c'est force contre force qui fera la différence.
C'était le pasteur de groupe qui m'a dit quand j'étais étudiant que quand tu tires à la corde avec un adversaire, il y a un moment donné où ta bombe chauffe. Il faut dire qu'en ce moment-ci, la bombe de l'autre chauffe. Et la résistance fera la différence. Soyons résistants et fonceurs. Et le PDCI RPA, le seul parti fondé par Félix Koubaï, vivra et restera. Avant de donner la parole à M. le secrétaire exécutif en chef pour faire le mot de clôture, il me charge de communiquer le programme que j'ai relativement à cette réunion. Le secrétaire exécutif en chef convie les hauts représentants, les délégués communaux, départementaux et généraux à une importante réunion mercredi 30 avril 2025 à 15h précises dans cette même salle. Le secrétaire exécutif convie les membres des UF, c'est-à-dire l'UF PDCI rural et urbaine, à une importante réunion le vendredi 2 mai 2025 à 10h précises dans cette même salle. Tous les membres des différents UF, c'est-à-dire les présidents des UF, les délégations, les différentes délégations et les bureaux nationaux des UF. Dans un ordre d'idée, le SE convie les membres des J, PDCI rural, urbaine et estudiantine le vendredi 2 mai 2025 à 15h dans cette même salle. Le SE en chef convie les membres des fêtières des enseignants ainsi que tous les membres des conseils régionaux à une importante réunion le dimanche 4 mai 2025 à 14h précise dans cette salle. Les fêtières des enseignants, militants du PDCI-RDA ainsi que les membres des conseils régionaux. Enfin, le SE convie le mouvement de soutien et l'association du PDCI-RDA lundi 5 mai 2025 à 15h précises dans cette même salle. Donc, tel est le contenu du communiqué. Sans autre forme de transition, je voudrais passer la parole à M. le secrétaire exécutif en chef pour le mot de clôture. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, très chers conférenciers, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, je voudrais, au nom du président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, vous remercier tous pour votre présence. Je voudrais remercier les journalistes et organes de presse qui ont répondu favorablement à notre invitation. Je remercie surtout nos conférenciers qui nous ont brillamment entretenus sur l'association juridico-politique qui a été créée autour de notre parti et de son président. Leurs interventions ont sûrement porté la lumière à cette nébuleuse qui a été faussement imposée à notre parti et son président. Et chacun devrait sortir édifié de cette salle. Je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à tous les militantes et sympathisants du PDCI-RDA, distingués cadres du parti, chers militants et sympathisants du PDCI-RDA, c'est plus que jamais l'heure de la mobilisation, de la solidarité et de l'unité autour de notre parti
et son président Tidiane. Feu le président Henri Bédié disait, et je cite, la politique c'est l'art de l'impossible. Félicitations. Nos adversaires internes et externes au parti souhaitent ou veulent nous imposer à dessein un plan B. Dites-leur qu'il n'y aura pas de plan B. Il n'y aura pas de point ni de plan C, ni de plan Z. Le PDCI RDA a un seul plan, un candidat unique, démocratiquement désigné, qui est le président Cheikh Tidiane. Nous sommes certes éprouvés, comme toujours, mais comme hier, aujourd'hui et demain, le PDCI RDA trouvera en lui et par lui les ressources nécessaires pour sortir victorieux de cette épreuve. Le chef de l'État, dans son message à la nation en fin d'année 2024, a promis une élection présidentielle démocratique et apaisée en 2025. Il est donc de sa responsabilité de garantir les conditions d'une élection inclusive, gage d'une compétition démocratique apaisée. Le peuple ivoirien mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite des institutions fortes, respectueuses du droit et garantes de la volonté et de la souveraineté populaire. Tous pour une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique. Pour ce faire, nous réitérons notre appel au régime au pouvoir sur la nécessité d'un dialogue national. Nous appelons au maintien du président Tidiane sur la liste électorale, ainsi que la réinscription des noms des présidents des grandes formations politiques de notre pays, injustement retirés de cette liste électorale. Comme quelqu'un l'a dit lors d'une conférence de presse, et je cite, ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Nous disons donc non à une crise politique pré-électorale, non à une crise électorale et non à une énième crise post-électorale. Et nous disons plutôt oui à un dialogue politique pré-électoral, oui à une révision de la liste électorale avant la présidentielle, oui à une élection démocratique et inclusive pour une alternance politique apaisée dans notre pays. Au nom du président Tidiane, président du PDCI RDA, je remercie tous les partis politiques et leurs leaders, la société civile ainsi que tous les Ivoiriens, les organisations nationales et internationales qui soutiennent notre lutte contre l'injustice, la forfaiture et l'exclusion politique. Puisse Dieu nous accorder son aide, son assistance et sa protection dans ce légitime combat pour la dignité et l'honneur de notre nation. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Please